on va vous présenter un peu la journée avec Martine Gavaret et Hassan Draoui. Quelques petits mots d'introduction encore, ben, ça va être bref, parce qu'en fait c'est pour vous dire tout le plaisir qu'on a avec vous, être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je remercie à nouveau Béatrice Aubrio, notre présidente de CME et le directeur d'être là. Je vous remercie collègues et amis d'être présentes et je remercie Madame Gétin et Madame Dezeuse qui est peut-être dans l'Assemblée, mais où elle viendra cet après-midi parce qu'elle interviendra cet après-midi. Qui représente l'association Épilepsie France. Donc nous allons passer aujourd'hui la journée ensemble et c'est vraiment un plaisir de réunir les collègues, les amis, tant de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que la psychiatrie d'adulte et que les professionnels des neurosciences. On a vraiment eu envie de voilà, d'allier nos connaissances, nos compétences et j'ai envie de dire aussi un peu notre amitié. Je vous rappelle que le premier rapport mondial sur le handicap publié en 2011 indique que sur une population de plus de 7 milliards d'habitants, plus de 1 milliard est en situation de handicap. Et si l'on tient compte des membres de la famille, c'est-à-dire les parents, les fratries, les conjoints, plus d'un tiers des habitants de la planète sont concernés directement ou indirectement par le handicap. Donc c'est un chiffre assez époustouflant, assez accablant, j'ai envie de dire. Et donc nous sommes là pour essayer d'améliorer vraiment les personnes en situation de handicap, quelle que soit l'intensité du handicap. Mesdames Gétin et Dezeuse sont des représentantes engagées de ces troubles du neurodéveloppement et de l'épilepsie. Et elles nous rappellent aussi que c'est grâce aux personnes et aux familles concernées que nous avançons dans nos connaissances cliniques et scientifiques. Donc Madame Gétin, je la présente tout de suite parce qu'elle intervient après. Elle est directrice de Hyper Super. Alors elle a été la présidente de l'association Hyper Super TDAH. Non, il y a le TDAH. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, elle officie depuis de nombreuses années. Voilà. Elle a créé cette association pour les enfants avec TDAH. Voilà, elle vous parlera tout de suite après nous et je la remercie vivement d'être présente. Bon, vous le savez, les troubles du neurodéveloppement sont un enjeu majeur de santé publique et le GHU, on l'a dit, par sa transversalité, psychiatrie et neurosciences, apporte, grâce aux cliniciens et ses chercheurs, sa pierre à l'édifice de la recherche, même s'il lui reste encore des efforts à produire, notamment en psychiatrie infanto-juvénile, où quand même on a un peu de mal à faire de la recherche, mais nous n'avons pas de professeur de psychiatrie infanto-juvénile, pas encore, ça viendra peut-être un jour. Et enfin, pour optimiser et actualiser les pratiques cliniques, les cliniciens travaillent ensemble depuis déjà plusieurs années au sein de cette commission dont vous parlait le directeur tout à l'heure, commission TND du GHU, et le dynamisme et la présence régulière de ses membres, ici présents, fait chaud au cœur, et j'ai envie de dire au cerveau aussi, et je dois dire que lors de la crise sanitaire, la poursuite de cette commission, on a maintenu nos réunions, a été vraiment un support de l'espoir que nous pouvions continuer à porter des projets médico-soignants indépendamment de ce qui était en train de se passer au niveau de la crise sanitaire. Donc pour moi, c'est vraiment une équipe, voilà, une équipe formidable qui s'élargit actuellement avec Hassan, avec Martine, et c'est vraiment très important. La commission TND, grâce à l'impulsion du professeur Gavaret et du docteur Hassan Draoui, gagne sans nul doute des membres aujourd'hui, puisque de nombreux collègues et amis de NeuroSynthane ont répondu présents à nos appels, la communication sur le thème des TND. Je les remercie et je passe la parole au docteur Aoui et au professeur Gavaret. Bonjour. Donc je m'associe aussi à ces remerciements. Je n'oublie pas pour autant Madame Patnotte et son équipe pour le grand travail pour la réalisation de cette journée. Donc moi, je me situe par rapport aux troubles de neurodéveloppement chez l'adulte et je pense que la connaissance que nous avons, je me tourne aussi vers Jacques, l'un des experts de cette problématique chez l'adulte, qui doit nous conduire, voire même nous obliger à concevoir et à aborder ces troubles de manière dimensionnelle et pas comme on le faisait avant à partir d'une psychiatrie classique. Et donc cette approche dimensionnelle est nécessaire parce qu'il y a des associations très fréquentes. Et ces associations sont pour moi la règle et pas l'exception. Et quand je vois des taux de 50% qui circulent, moi je dis que ça ne tient pas compte de la réalité. Je pense que
vous êtes assez d'accord avec moi pour dire que les associations sont beaucoup plus fréquentes que les simples 50%. Et donc, dans ce cadre d'approche dimensionnelle, je pense que la dimension émotionnelle occupe une place très importante, au point que même certains experts, et pas des moindres, cherchent à faire intégrer la dimension émotionnelle comme un critère diagnostique du TDAH, par exemple. Et je dirais même que l'intérêt pour ces dimensions émotionnelles pourrait aussi trouver un intérêt pour nous, cliniciens, dans le cadre de ce processus différentiel pour le diagnostic, mais à condition de caractériser chaque profil émotionnel pour chaque trouble du neurodéveloppement. Et c'est vraiment très, très, très important. Un autre point qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que je trouve que on va gagner vraiment beaucoup à étendre cette notion, ce concept du trouble du neurodéveloppement à d'autres pathologies psychiatriques qui vont avoir, à mon sens, une double lecture, une lecture neurodéveloppementale, mais pas que. Il y a aussi l'abord de l'attachement, parce que je trouve que le neurodéveloppement et l'attachement, ça va ensemble, ça va de pair. Et nous avons cet après-midi une présentation autour de l'attachement chez l'enfant. Et je donne comme exemple, pour illustrer cet intérêt par rapport à cette double lecture, la question des états limites, qui pour moi, vraiment mérite cet abord, cette appréhension conjointe qui va nous permettre, et ça je le sens auprès des patients qui viennent nous voir pour les états limites, vraiment une lecture psychopathologique très éclairante et surtout très cohérente, porteur de sens pour les patients. Et je dirais même porteuse de promesses pour le développement d'autres interventions et d'autres psychothérapies, voire même, pourquoi pas, espérer un jour voir dans ce sillage neurodéveloppemental le développement de médications, puisqu'on sait à quel point ce secteur est très pauvre par rapport à la question des médications pour les états limites. Mais les troubles du neurodéveloppement sont aussi complexes, et cette complexité a des conséquences lourdes que vous connaissez, que je ne vais pas rappeler ici. Mais j'aimerais bien aborder cet aspect parce qu'il y a quelque chose de très important à signaler. C'est parce que chez l'adulte, en tout cas, l'enjeu n'est pas uniquement neurodéveloppemental. L'enjeu est aussi développemental. Neurodéveloppemental parce qu'il y a un retard de diagnostic, mais aussi développemental parce qu'il y a une perte de chance sur plusieurs niveaux pour les adultes. Et à commencer par le développement de la personnalité du sujet. Et c'est comme ça qu'on peut entendre, après une certaine période de soulagement, où enfin on a un diagnostic, enfin on a quelque chose pour comprendre pourquoi on a été si mal. Et c'est comme ça qu'on entend un discours derrière, quelques jours, quelques temps après. Si j'avais été diagnostiqué à l'enfance, je serais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Si j'avais été diagnostiqué à l'enfance, je n'aurais pas été cet enfant malheureux. Donc je peux citer comme ça les exemples, mais je vais m'arrêter là. Et juste pour dire que parce qu'on est conscient justement de cette réalité, de cette complexité, que nous sommes ensemble ici au GHU, collectivement, investis dans ce cadre des troubles du neurodéveloppement. Et notre réunion de ce jour en est la preuve, cette commission en est la preuve. Et au cours de toute cette journée, vous allez voir se déployer tout un arsenal thérapeutique, tout un dispositif qui va allier à la fois la clinique de terrain et la recherche clinique surtout, peut-être aussi fondamentale derrière. Mais toute cette double action a pour but d'offrir aux patients un arsenal thérapeutique, des offres de soins étoffées, multiples, et surtout selon les recommandations internationales en vigueur. Et surtout aussi incluant des interventions innovantes. Et pour finir, je dirais même que cette journée n'est que la première étape de longue expérience en matière du trouble de neurodéveloppement, en partenariat bien sûr avec nos partenaires sociaux et des associations aussi, pour dire les choses plus exactement.
Et je termine pour dire que nous sommes mais vraiment bien positionnés pour relever le double défi de l'innovation et surtout de la prévention. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bonjour à tous, Martine Gavaret, donc je ne suis pas psychiatre, je suis neurologue, neurophysiologiste et m'occupant particulièrement sur le plan clinique des patients présentant une épilepsie. Donc on va voir où l'épilepsie peut être associée aux troubles du neurodéveloppement. Et donc dans cette journée, on a été attentif avec Madame Doyen et Monsieur Raioui, à aborder les volants recherche des troubles du neurodéveloppement et des troubles du spectre autistique avec différents médecins-chercheurs du GHU, avec en fait différents volets. Peut-être d'abord sur le plan morphologique, sur le plan de l'imagerie cérébrale, quelles sont les particularités des patients ou de sous-groupes de patients présentant des troubles du neurodéveloppement. Est-ce qu'il y a des particularités de giration? Sur le plan fonctionnel, alors le plan fonctionnel, on peut l'aborder de différentes façons. On peut l'aborder en IRM fonctionnel, on peut l'aborder avec une précision sur le plan temporel supérieur par la neurophysiologie, donc par l'étude des activités électriques cérébrales. Donc est-ce qu'il y a des particularités d'organisation, de connectivité chez les patients ou un sous-groupe de patients présentant des troubles neurodéveloppementaux? Et est-ce que ce sera prédictif peut-être d'une évolution? Ensuite, sur le plan des diagnostics étiologiques, donc il y aura différentes présentations sur quels sont les diagnostics génétiques de certains sous-groupes de ces patients, et également sur un aspect diagnostic différentiel ou diagnostic étiologique. Est-ce que des maladies auto-immunes peuvent être responsables de troubles neurodéveloppementaux? Est-ce que ça fait partie des diagnostics différentiels? On abordera également les diagnostics différentiels cet après-midi avec un collègue du service de neurologie du pôle neuro qui va aborder la prise en charge en hôpital de jour neurologique pour certains patients qui peuvent être des diagnostics différentiels. Et enfin, et pour finir, par rapport au sommeil, il va y avoir également une communication sur quelles sont les particularités du sommeil et des éventuels troubles du sommeil chez les patients présentant des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est je pense une première journée peut-être, Madame Doyen, et avec différents regards, je pense très, très différents et complémentaires. Et puis ce sera source, je pense, d'évolution et de futur à l'occasion peut-être l'année prochaine pour refaire un état des lieux. Et je pense, ça a déjà été dit, mais je pense que c'est riche que les associations de patients soient présentes et nous apportent également leur regard sur les parcours des patients. Merci.